Bon après-midi à tout le monde. Merci pour cette invitation. Je remercie Dominique Grésoli de m'avoir chargé avec le professeur Raoult de cette charge qui a été quand même, malgré mon âge, je commence à entamer les 10-15 ans finales de ma carrière et 15-20 ans de carrière en imagerie cardiaque. Je suis cardiologue qui a développé à Monaco depuis 15-20 ans l'IRM et le scanner. Quand même été assez anxiogène cette petite lecture de 10-15 minutes, car c'est un des arguments les plus difficiles pour un cardiologue en termes d'imagerie, affronter le terme de l'endocardite infectieuse. Et je commence ma présentation et les raisons sont très simples. D'abord, vous imaginez très bien, vous venez de découvrir de nouveaux microbes. Aujourd'hui, comme on pensait que nous, on peut absolument les mettre en évidence avec nos machines, malgré qu'elles soient très puissantes. Deux, parce que l'échographie est et reste l'examen fondamental pour tout cardiologue, pour le diagnostic et dans le flowchart d'une endocardite infectieuse. Et trois, le nouveau développement de PET scan, PET IRM, etc. est en train de dépasser largement l'utilisation des IRM et scanners standards de lesquels donc je m'occupe. La preuve qui est dans vos flowcharts, que donc vous êtes vous les maîtres de l'endocardite, vous voyez cardiac CT, cardiac MRI, ils sont relégués en deuxième voire troisième rôle. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous montrer ce qu'un cardiologue peut apporter, très peu, je vous le dis clairement, je suis très humble, voilà, au but de toute mon expérience, dans le diagnostic de l'endocardite. On n'a qu'un rôle complémentaire, qu'il soit en IRM et en scanner. Je dirais un peu plus un scanner qu'un IRM, et on verra pourquoi. Bon, même grâce au grand développement aujourd'hui des scanners, des machines qui nous permettent d'avoir des acquisitions en très peu de temps avec une rapidité d'acquisition. Je vous fais un exemple ici. Vous avez à gauche une ancienne machine et ça c'est une nouvelle machine. Donc en 3-4 secondes, on peut acquérir le corps complet, le cœur, etc. Et tout cela permet avec une réduction des doses vraiment très très importante d'acquérir des images de cette qualité. Mais on est en train de, malgré cette qualité et malgré la résolution spatiale et temporelle, de jouer avec des petites endocardites, des petites végétations, des petites structures, et donc ça devient très 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 difficile. Alors, le scanner comme l'IRM joue un rôle fondamental, mais ça c'est pas vraiment le rôle du cardiologue, dans le diagnostic de toutes les complications extracardiaques. Ça, vous le savez mieux que moi. Je vais très très vite, et surtout les complications, les localisations secondaires. Voilà l'exemple d'un patient qu'on a exploré il y a 1 an. Il y avait une petite végétation sur la valve aortique. Et bien sûr que c'est compliqué d'une infarctus splénique et hépatique, ainsi que rénal. Donc, bien sûr, le radiologue joue un rôle fondamental dans le diagnostic et dans l'utilisation du scanner et de l'IRM, et le cardiologue n'a qu'un rôle complémentaire, notamment parce que toutes les complications aussi cérébrales ne sont pas du domaine de la cardiologie, même si maintenant, à force de faire ce type d'examen, on commence à avoir une certaine expérience, même nous, mais on travaille toujours en duo pour ce type de diagnostic. Alors, où arrive le cardiologue? Bien, le cardiologue essaie de voir ce qui a été peut-être vu déjà en échographie, peut-être n'était pas vu en échographie, et si je peux me permettre, le rôle complémentaire du scanner, c'est surtout, pas vraiment pour le diagnostic, mais pour travailler avec voilà, M. Ribéry et M. Grésoli, c'est-à-dire plutôt avec éventuellement les chirurgiens quand on doit étudier toutes les structures périvalvulaires. Bon, c'est clair que quand vous avez ce type d'endocardite, c'est très facile de faire un diagnostic. Vous voyez des images d'épaississement de cusp. Ça, c'est un patient qui a été opéré il y a 10 ans d'une prothèse valvulaire aortique et développe une endocardite. Donc, pour des images aussi grossolènes et aussi gros, le diagnostic est très très simple. Vous voyez très simplement, c'est un pointer ça? Non, c'est pas un pointer. Bon, vous avez des images voilà, très 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 évidentes d'endocardite, comme ici aussi sur la valve mitrale. Mais pour des images d'une... c'est lequel? Studio. Merci. Mais pour des images beaucoup plus difficiles à diagnostiquer et à mettre en évidence, il faut que le cardiologue puisse passer du temps sur le scanner et analyser coupe par coupe et en différents plans, parce qu'il faut retrouver des petites images que des fois sont très 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 difficiles à être vues et diagnostiquées avec un scanner. Donc,
De là, c'est très important d'avoir des scanners très performants, ce qu'on appelle aujourd'hui des scanners fast flash, qui ont pratiquement, pour dire 150, 200 barrettes. On utilise ce type de mot technique qui permet d'arriver à une résolution spatiale de 0,6 et 0,5 mm. Le futur sera probablement même beaucoup plus bas, mais je n'ai pas encore le droit de ne parler publiquement pour l'instant. Donc, un autre exemple, voilà, M. Scarlatti qu'on a opéré récemment, c'était une endocardite sur une prothèse aortique. Donc, bien sûr, vous avez ce type d'image et vous n'avez aucune difficulté à faire le diagnostic de végétation. Et comme je disais avant, un des aspects pour lesquels les chirurgiens, je travaille dans un centre de chirurgie cardiaque, donc tous nos examens sont guidés par les chirurgiens, en gros, pour les interventionnels. Un des points fondamentaux qu'on développe, c'est l'étude surtout des lésions périvalvulaires. Et là, des fois, l'échographie, même l'échographie transœsophagène, a son limite. Et donc, on réalise chaque fois un scanner à titre complémentaire pour coupler les deux images. Et des fois, on arrive à voir des choses que l'échographie n'arrive pas à voir, ou on arrive à le voir un petit peu mieux. Et pour le chirurgien, surtout les relations avec les coronaires. Ça, c'est très important. Quand vous avez, par exemple, des abcès sur la valve mitrale, vous pouvez avoir, vous savez bien, le trajet de la circonflexe, et donc pour le chirurgien, pour planifier son intervention, est assez importante. Voilà des exemples rapides pour vous montrer des différents abcès périvalvulaires, avec extension de fois dans les cavités aussi droite et gauche. Tout l'anneau est intéressé par le processus, donc ça donne une idée très importante. Regardez par exemple les coronaires. Ça, c'est une coronaire, c'est l'ivia, et ça, c'est une branche peut-être soit diagonale, soit une branche circonflexe, je ne peux pas vous dire là, mais vous voyez la proximité des coronaires, donc c'est très important pour planifier l'intervention. Voilà aussi un autre exemple d'abcès périvalvulaire. Voilà le tronc gauche ici, vous voyez le tronc gauche qui passe vraiment en proximité. Donc tout cela est pris en compte et analysé par nous et par les chirurgiens préalablement l'intervention. La reconstruction en 3 dimensions aussi aide beaucoup les chirurgiens car les amène à une vision plutôt entre guillemets autoptique de la réalité. Le problème, c'est que quand on analyse des valves, souvent on a des valves prothétiques, et tant qu'on a des valves biologiques, on peut faire des analyses assez fines. Le problème arrive quand vous avez des valves mécaniques. Les valves mécaniques souvent donnent des artefacts, et les artefacts deviennent très difficiles à être étudiés. Alors l'intérêt des fois du scanner, c'est d'évaluer surtout la mobilité d'un des électres. Personnellement, je ne suis pas un fanatique de ce type de procédure, car quand même vous irradiez fortement le patient, vous injectez du produit de contraste, vous le mettez en face à un radiocinéma, vous avez le même diagnostic. Donc, il faut rester basique et simple. Donc, souvent, je préfère être un peu plus à l'ancienne, mais quand même, on évite d'injecter du produit de contraste chez des patients qui, comme vous savez mieux que moi, ont des situations des fois néphrotoxiques assez altérées. Voilà un exemple d'une petite abcès, périvalvulaire, périprothétique chez un patient. Il y a certaines prothèses qui sont facilement explorables et certaines d'autres non. Voilà, donc ça c'est très aléatoire. Mais le véritable point fort et l'intérêt du scanner cardiaque chez un patient qui a une endocardite infectieuse dans la planification chirurgicale, c'est les études coronaires. Là, tout le monde, tous les cathétériseurs ont un peu du mal à accepter d'aller voir une coronarographie, surtout pour des endocardites de valve aortique. Vous avez les gros mots en face aux deux ostia. Donc là, vraiment, on fait tout le temps des scanners. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, malgré les limites d'un scanner coronaire qui sont surtout liées aux calcifications coronaires, dans le 80% des patients destinés à la chirurgie cardiaque pour une endocardite, on fait un scanner coronaire et le chirurgien, il est confiant, voilà, et vous pouvez avoir ce type d'imagerie. Même imaginez, pour vous donner une idée, dans les TAVI, on fait toujours un scanner préalable à l'implantation de la valve, et bien on s'est rendu compte avec l'expérience que dans le 90% des cas, on ne fait plus la coronarographie. On se contente de l'analyse. Des fois, vous ne voyez pas de petites lésions très distales, mais de toute façon, vous n'allez pas les ponter. Donc, ce qui est intéressant, c'est les lésions proximales, le tronc commun et les trajets proximaux et moyens. Donc,
Là, c'est vraiment un point très très important. Au cours du scanner, vous pouvez même évaluer la fonction ventriculaire gauche et droite, tant que vous y êtes, voilà. Bien sûr, calculer la fraction d'éjection, que ce soit du gauche ou de droite, vous pouvez vous amuser. Et donc, ça, c'est pour ce qui concerne le scanner. Donc, je dirais que les points fondamentaux, comme vous verrez, c'est plutôt dans l'utilisation préalable, chirurgie cardiaque, coronaire et abcès périvalvulaire. L'IRM, alors, l'IRM, malgré que ce soit un examen fantastique, très excitant, beaucoup plus que le scanner, qui est beaucoup plus de challenging, etc., c'est un examen quand même assez long, prendre quand même 30-40 minutes, demande une certaine compliance de la part du patient. Le patient doit rester allongé, il ne doit pas être claustrophobe, il doit tenir quand même la respiration pour longtemps. C'est un examen qui demande une certaine interaction avec le patient. Et le nombre d'informations que vous allez avoir est assez limité. Bon, les extracardiaques, là aussi, le point fort de l'IRM, c'est le crâne, même plus sensible que le scanner. Vous savez très bien que donc vous retrouvez fréquemment de petites lésions cérébrales qui ont plus ou moins d'importance. Tout cela est évalué par le neurologue et le neuroradiologue. Donc nous, chaque fois qu'on peut, on fait une IRM cérébrale préalable à l'intervention de chirurgie cardiaque. Chaque fois. Et même sans l'intervention de chirurgie, on fait une IRM cérébrale à la recherche des localisations secondaires. De toute façon, c'est un examen qui est fait sans injection de produits de contraste, que vous faites assez aisément, rapidement. On a des protocoles de 5-10 minutes, donc le malade, il les tolère très bien. Mais l'autre point fort, c'est le cœur. Et malgré cette visualisation qui est très très belle, vous pouvez voir, des structures cardiaques, faire un diagnostic de végétation reste quand même très difficile et très aléatoire. Parce que si la végétation est une végétation assez friable, on n'arrive pas à l'avoir en IRM et souvent on passe à côté. Donc pour ça que moi personnellement, quand je reçois des indications de IRM pour endocardite, suspicion, végétation, je le refuse catégoriquement parce que je dis faites une écho-TO, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable, vous avez une sensibilité, une spécificité supérieure. Pour l'IRM, si vous voulez, on le fait à titre complémentaire pour voir autre chose. L'exemple, c'est, j'espère qu'il marche, parce que là c'est des exemples de végétation. Là vous verrez une végétation sur la valve mitrale, regardez-la là, vous la voyez apparaître, voilà, là une. Il y en a un autre ici sur une valve pulmonaire, je suis désolé, mais bon, c'est un problème technique. Il y en a un autre sur une valve aortique, mais ça reste quand même des diagnostics très très différents. On peut avoir des signes indirects d'endocardite sur des valves comme celle-là qui étaient rompues, carrément perforées. Donc le signe de perforation, vous le voyez très très bien sur l'IRM, voilà. Ça, c'était une cas d'une perforation chez un patient qui n'a jamais été opéré. Ça, c'est une cas de perforation post-endocardite chez un patient qui était déjà opéré d'une plastie valvulaire mitrale. Donc, c'est une information complémentaire, mais ne reste pas et n'est pas l'information principale. Par contre, pour les abcès périvalvulaires, regardez, bon, les chirurgiens vont reconnaître ici une valve stentless. J'espère que... Je suis vraiment désolé, mais on a testé avant. Bon, je vais essayer. Voilà, c'est une valve stentless. Vous verrez, la valve stentless est carrément comprimée, collabée par le faux anévrisme qui s'est créé dans le cadre d'une endocardite infectieuse. Donc, c'est une image assez exceptionnelle qu'on reçoit à avoir. Donc, je la présente parce que, bien sûr, je n'avais pas beaucoup d'autres à vous présenter parce que je vous dis, je suis très honnête, ça reste assez frustrant en IRM avoir ce type de diagnostic. Un des points forts de l'IRM, par contre, c'est de faire des diagnostics de fuite paraprothétique, qui des fois en écho sont assez difficiles de voir, car avec les images et les séquences en contraste de phase, on arrive à voir assez bien les lésions périvalvulaires. Un exemple d'une endocardite sur un gros faux anévrisme chez un patient qui avait eu une tube préalable, qui était réopéré. Et une utilité de l'IRM, c'est le diagnostic de petites fistules qu'on peut retrouver vers l'oreillette droite, un point de départ du sinus de Valsalva. Donc, évaluation complémentaire sur plutôt la racine aortique. Là, c'est l'endroit le plus important. Bon, j'avance, de toute façon, là, c'était des exemples qui n'ont aucun intérêt particulier.
un autre point fort de l'IRM est, bon, le point, pardon, je ne vais pas dire le point fort, le limite de l'IRM sont des valves prothétiques. Les valves prothétiques, alors si en scanner on a du mal à les voir, en IRM c'est encore pire. Et je vous montre l'exemple d'une valve prothétique que vous verrez ici, qui est biologique. C'est une valve à armature métallique, donc vous voyez rien du tout. Donc dès que vous avez une valve prothétique, à ce moment-là, vous pouvez éviter de demander de faire une IRM parce que vous n'aurez pas beaucoup d'informations, vous serez dans le noir plus total, vous avez des artefacts et vous n'arrivez absolument pas à faire une bonne diagnostic. Le valeur de l'IRM en plus par rapport à tout autre examen, c'est la caractérisation tissulaire et ça c'est très important car c'est ça une des raisons pour laquelle souvent on fait une IRM. Si la fonction ventriculaire gauche est strictement normale à l'écho, bien sûr vous ne le faites pas, mais s'il y a une altération de la façon d'éjection, on fait une IRM pour étudier une éventuelle cicatrice et donc celui-là a une valeur bien sûr prognostique et, pour le patient. C'est un exemple d'un patient qui a une endocardite et on peut avoir des petites lésions intramyocardiques comme témoigné aussi par le rehaussement tardif. La valeur diagnostique, on ne la connaît pas. La valeur prognostique aussi, on ne sait pas. Donc les chirurgiens prennent note de tout cela et pour planifier leur intervention. Comme je vous disais, en IRM, on peut évaluer très bien les flous, et ça c'est l'un des points forts complémentaires qu'on peut utiliser par rapport à l'échographie, avec cette séquence qui est un contraste de phase, c'est une séquence très particulière. Vous pouvez même mettre en évidence des petites fuites qu'on n'arrive pas à mettre en évidence avec l'échographie, et tout cela en valeur bien sûr prognostique sur la prise en charge de notre patient. Donc pour conclure, alors, les deux examens, IRM et scanner, restent deux évaluations purement complémentaires. Le cardiologue doit être présent. Il doit être fait par des cardiologues car vous devez connaître la... Ce n'est pas parce que les cardiologues sont meilleurs des radiologues, pas du tout, c'est parce qu'il faut connaître la pathologie. C'est tout là, absolument. Le problème fondamental reste celui-là. Donc, ces deux examens complémentaires. Le scanner, les points forts du scanner sont, à mon avis, l'évaluation de l'arbre coronaire et toute la structure périvalvulaire. Là, vous pouvez demander un scanner. Avec le temps de l'analyser, vous aurez des informations très importantes. Les chirurgiens aiment beaucoup, surtout chez nous, Armand adore avoir une évaluation de toute l'aorte pour voir les calcifications avant de faire son clampage aortique. Vous pouvez en même temps regarder le poumon et voir si vous n'avez pas des lésions pulmonaires ou des embolies pulmonaires. Attention, le scanner prévoit injection de produits de contraste. Bon, l'irradiation, je ne dis pas qu'on s'en fout, mais bon, ce n'est pas très important, c'est des patients à haut risque déjà de base. Il y a le problème des allergies. Tout le monde a eu, qui fait des scanners comme nous, des décès pour des allergies mortelles, même si ce sont rarissimes, il faut se rappeler qu'elles existent absolument. L'IRM, beaucoup plus difficile à utiliser. À mon avis, l'intérêt de l'IRM, c'est surtout la caractérisation tissulaire ou évaluer la fonction ventriculaire gauche et droite quand vous avez des difficultés de l'évaluer en échographie pour planifier votre intervention. Donc, il reste deux examens qui ont une valeur diagnostique et prognostique complémentaire, je dis bien, absolument. Il doit s'inscrire dans une démarche d'évaluation de groupe pluridisciplinaire de l'endocardite infectieuse. Et le point fondamental, malheureusement, qu'aujourd'hui on assiste un petit peu dans le sud de l'Europe, France, Italie comprise, mon pays, Espagne, etc., c'est que malheureusement, les cardiologues ont un accès très difficile à l'IRM et au scanner cardiaque, pour 1000 raisons qu'on ne va pas débattre ici. Et j'espère que peut-être avant ma retraite, mais ça va être dans 10-15 ans, mais à mon avis, je suis très pessimiste, on arrivera à avoir un véritable cardiologue imageur, clinicien d'abord, clinicien imageur, qui puisse s'intégrer dans une démarche d'analyse et de réalisation de ces examens et les discuter bien sûr avec les infectivologues, les chirurgiens cardiaques et tous ensemble, et les radiologues. Mais à aujourd'hui, sauf dans certaines équipes du nord d'Europe comme Allemagne, Grande-Bretagne, où il y a cet échange rapide, chez nous ça reste encore un petit peu difficile, malgré mon combat depuis presque 15-20 ans. Voilà, merci beaucoup.